tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures 2020. Je trouvais ça intéressant de faire une petite rétrospective des livres, ou plutôt d'ailleurs des romans que j'ai lus cette année. Et j'aimerais aussi en fait avoir vos retours sur ces lectures, si vous avez lu des livres similaires à ceux que j'ai aimés, que je serais donc très prête à lire, ou si vous avez aussi peut-être des alternatives à conseiller par rapport aux livres que je n'ai pas aimés, que ce soit sur la thématique ou l'auteur, je suis toujours preneuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais rentrer moins dans les détails je pense pour la plupart de ces lectures, puisqu'en fait j'en ai beaucoup parlé déjà dans d'autres vidéos, donc je vous mettrai plutôt les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver peut-être des avis un peu plus étendus et approfondis, si j'ose dire. Voilà pour ça. Juste aussi, avant de commencer mes tops et mes flops, je me suis dit que ce serait sympa de revenir sur ma liste 2020, puisque l'année dernière, à peu près à la même époque, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je vous présentais les 15 livres que j'avais très envie de lire en 2020. Et je me suis dit que ce serait bien de voir si j'ai su tenir cette liste et si oui, ce que j'ai pensé de ces différentes lectures. J'ai ma liste juste à côté de moi, je vais la dérouler assez rapidement. Premier livre donc que je voulais lire en 2020, c'est Anna Karénine de Tolstoï, que je n'ai pas lu et qui en réalité est rangé dans mon étagère depuis au moins mars. Honnêtement, j'avais mis Tolstoï dans ma liste car c'est un classique, que j'aime la littérature russe et que j'ai l'impression quand même que c'est un incontournable. Ça doit être très bien, mais en fait j'ai pas envie, je pense, de lire Tolstoï maintenant. Ce n'est pas encore le bon moment, voilà, que ce soit Anna Karénine, Guerre et Paix, je me sens pas encore prête, donc je pense que ça attendra. C'était pas pour 2020, ce sera sans doute pas pour 2021. Voilà, c'est un livre que j'ai envie d'attendre, d'avoir vraiment envie de lire, plus peut-être que de céder à l'influence extérieure. Donc voilà pour ça. Deuxième livre que j'avais dans ma liste, La recluse de Wildfell Hall de d'Anne Brontë, que j'ai lu, mais que je n'ai pas tellement aimé. Je me suis pas mal ennuyée, j'ai trouvé que c'était très lent, très long. Peut-être aussi parce que je connaissais déjà la fin de l'histoire, donc j'ai pas été surprise et j'ai trouvé ça très prévisible. Par contre, c'est vrai que pour l'époque, c'était aussi très novateur, très avant-gardiste pour l'indépendance de la femme, très osé dans ce sens. Je nie pas donc que c'est une lecture qui a ses intérêts, mais voilà, je trouve que ça a très mal vieilli et ça m'a beaucoup ennuyée. Troisième livre que je voulais lire cette année, c'est Maurice de Forster, qui est un auteur britannique. C'est un livre qui a été publié en 1971, mais qui a été écrit en fait en 1913. Et on a attendu la mort de l'auteur pour le publier à cause de sa thématique et de son caractère autobiographique, puisque c'est un livre qui traite de l'homosexualité. Homosexualité en 1913 en Angleterre, voilà, vous voyez le problème, c'était notamment illégal. Ce livre est intéressant à ce niveau-là puisqu'on va suivre un jeune homme, Maurice, qui va se rendre compte qu'il aime les hommes et non les femmes. Ça va prendre du temps à ce qu'il comprenne ses sentiments, ce qu'ils veulent dire, et puis il va devoir s'assumer, il va faire face à l'hostilité, il va faire face à des déceptions. Voilà, donc il y a tout ce cheminement personnel et psychologique de notre personnage qui est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai trouvé que c'était long, que c'était assez lent, c'est très sérieux, donc ça m'a finalement beaucoup ennuyée. C'est assez lyrique, donc si ça vous plaît, peut-être que vous y serez plus sensible qu'à moi. Voilà, moi, le style m'a aussi pas mal ennuyée. J'ai plutôt lu en fait aussi de Forster cette année avec Vue sur l'Arnaud, que je vous conseille plutôt pour commencer. Je le trouve beaucoup plus accessible. Il y a aussi plus d'humour, enfin c'est plus agréable à lire. Il y a beaucoup d'esprit et pourtant la thématique est autant intéressante et c'est aussi très avant-gardiste, que ce soit sur l'indépendance de la femme, la modernité, etc. Donc je vous conseillerais plutôt celui-ci. Quatrième livre que je voulais lire cette année, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, que j'ai lu. Alors je ne l'ai pas autant aimé que beaucoup ont pu l'apprécier, mais c'est quand même un livre qui m'a marqué et que je le relirai, donc je suis très contente de l'avoir lu et je pense que je reviendrai et je vous le conseille grandement. Cinquième livre, Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, autre roman de l'époque victorienne anglaise, et donc je sature et non, je ne l'ai pas lu. Je l'ai acheté mais je suis en pause, je pense que voilà, je m'y mettrai peut-être en 2021. Sixième livre, j'ai plus assez de doigts. Sixième livre, Mémoire posthume de Brás Cubas, qui est un auteur brésilien, et j'ai aimé lire ce livre parce qu'on est en 1881 et c'est un livre qui casse complètement avec les codes
de l'époque, c'est-à-dire qu'il est en rupture avec la narration linéaire, avec le réalisme de Zola, de Flaubert, etc. C'est un faux roman autobiographique puisque Brás Cubas est mort et va nous conter ce qui a été sa vie. Juste, il va nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Ça peut être des anecdotes, des moments de sa vie plus ou moins marquants, juste une pensée qu'il a sur tel ou tel sujet. Voilà, c'était assez drôle, il y a beaucoup de second degré. J'ai bien aimé, c'était pas exceptionnel, mais je vous conseille, si jamais vous tombez dessus, de lire ce livre. 7e livre que je voulais lire cette année, Le temps de l'innocence d'Edith Wharton, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Edith Wharton est une de mes meilleures découvertes de l'année. Je ne sais pas vraiment pourquoi, puisque finalement elle a un style qui est assez classique. Edith Wharton est américaine, elle a grandi dans un milieu très bourgeois et donc elle écrit beaucoup sur ce milieu, à part Ethan Frome, que j'ai lu et beaucoup aimé cette année aussi, qui là se déroule dans un milieu plutôt rural. Sinon voilà, elle est surtout dans les milieux bourgeois des grandes villes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. C'est très bien écrit, il y a beaucoup de subtilité. Ouais, je sais pas trop quoi en dire d'autre, vraiment, je vous le conseille simplement. Ensuite, 8e livre que je voulais lire, Voyage autour de mon crâne de Karin Thy, qui est un auteur hongrois. C'est un livre qui a été publié en 1936 et qui m'a mortellement ennuyée. Je l'ai fini en diagonale. Il va nous raconter son cancer du cerveau, je crois. Et donc tout ce que ça entraîne en fait pour lui en termes physiques, en termes mentaux, la dégénérescence, les réactions de l'entourage, les traitements qu'il doit suivre, les effets que ça a sur lui. C'est autobiographique, donc est-ce que c'est vraiment un roman ou un essai, d'ailleurs ça se discute, mais ça m'a beaucoup ennuyée, donc j'ai pas du tout aimé cette lecture. Pourtant j'adore le second degré et ici il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision aussi, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas fait du tout, donc voilà, je l'ai rangé très vite et je n'y reviendrai, je ne pense pas. 9e livre que je voulais lire cette année, il s'agit de Loin des foules déchaînées de Thomas Hardy, que je n'ai pas lu car c'est un gros pavé, car c'est encore de la littérature victorienne et que je préfère lire Gaskell avant, donc ça attendra également. Ensuite, 10e livre, La mer de Maxime Gorky, un roman russe 1905-1906 que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je vous conseille aussi. C'est un livre qui est assez émouvant, qui est très fort, les personnages sont vraiment intenses. Ça traite du début de la résistance et donc de la révolution russe qui grandit dans le milieu ouvrier. C'est très bien écrit, on est dans l'ère du réalisme. Voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille beaucoup. Ensuite, 11e livre, Virginia Woolf, je pense que je voulais lire Mrs. Dalloway, que je n'ai pas lu. J'ai en fait l'ensemble de ses romans et de ses nouvelles, mais je suis peut-être la personne la plus bornée de l'univers, et ce qui se passe, c'est que plus j'entends parler de quelqu'un, plus je le vois partout, ce qui s'est passé cette année avec Virginia Woolf, qui était sur tous les fronts, toutes les semaines. Moi j'ai envie de lire, donc je ne l'ai pas lu. Voilà. J'espère que ce sera pour 2021, je sais que c'est très bien, en tout cas voilà, je n'en vois que des éloges quasiment, mais voilà. Ensuite, 12e lecture, j'arrête avec les doigts, ça ne sert à rien, Jézabel de Nemirovsky, dont je vous reparlerai tout de suite après, puisque c'était une des pires lectures de mon année, j'en souffre encore. Ensuite, 13e, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, donc un classique américain, 1850 à peu près, que j'ai lu à moitié. Je vais me mettre un demi-point. Je l'ai commencé en fait et ça m'a pas mal ennuyé, donc je l'ai arrêté. Peut-être que j'y reviendrai, mais ça aussi ça a pas mal vieilli. Le style est lourd, c'est lent, très solennel, très formel. Voilà, j'ai pas accroché, donc c'est tout pour celui-ci, j'ai pas grand chose à en dire. Ensuite, 14e livre, Pedro Páramo de Juan Rulfo, qui est aussi une très bonne lecture, une de mes meilleures de mon année. Mexique, années 50. Rulfo n'a quasiment rien écrit d'autre à part un recueil de nouvelles que j'ai acheté et que je lirai certainement en 2021. Voilà, j'ai beaucoup aimé, un peu particulier, mais c'était une très bonne lecture. Et enfin, 15e et dernier livre, Absalom de William Faulkner, que je n'ai pas lu, mais je vais quand même me mettre un demi-point, puisqu'en fait j'avais mis ce livre dans cette liste surtout parce que je voulais lire Faulkner, et j'ai lu Tandis que j'agonise, qui a été publié en 1930 de lui, puisque ma mère l'avait déjà. Elle a aussi Le bruit et la fureur, qui sera certainement le prochain que je lirai, et j'ai beaucoup
aimé. C'est un livre très très particulier, l'un des plus particuliers que je n'ai jamais lu. Faulkner a eu le prix Nobel de littérature en 1949. Ça ne plaira pas du tout à tout le monde, c'est assez dur. On va suivre la procession d'un homme et de ses enfants pour amener le corps de sa défunte femme sur la terre dans laquelle elle voulait être enterrée. Bref, ils sont très pauvres, les conditions météorologiques sont horribles, donc vous imaginez trimballer un cercueil, bref. Voilà, c'est assez particulier à la fois dans la thématique et la forme, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je relirai Faulkner. C'est tout pour cette liste. Je pense qu'on a un petit 10 sur 15, si on compte le demi-point. Je trouve que c'est pas trop mal. Si jamais vous avez lu un de ces livres, je serais ravie d'avoir votre avis. Passons maintenant à mes tops et à mes flops de cette année. Je vais regarder un peu mon ordinateur, puisqu'en fait, alors, il y a des gens qui sont très élégants, que j'admire beaucoup, qui ont de jolis carnets avec toutes leurs lectures. J'ai essayé, voilà, ça ne marche pas pour moi. J'ai un tableau Excel, c'est beaucoup moins sexy, avec tous mes livres, et je les note. Alors, je les note de 1 à, enfin, entre 0 et 5. C'est plus pour garder une idée, pour avoir une appréciation globale. Ça ne veut pas dire grand chose puisque déjà mon avis souvent change dans le temps, et en plus je peux mettre 4 à un livre et je ne vais pas l'avoir apprécié de la même façon, les critères ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a pas trop de logique, c'est pour moi, mais en tout cas ça me permet de voir un peu les livres auxquels j'ai mis les moins bonnes notes et les meilleures notes. Et si je vais dans les livres que j'ai le moins aimé, si je filtre pour avoir les pires notes, j'ai mis 2 1,5 sur 5 et 3 2, ce qui fait 5 livres finalement, donc je trouve que c'est pas mal. Ça va être mon top 5 des flops, puisqu'ensuite j'ai pas mal de 2,5, beaucoup de 3. En fait je mets rarement des notes en dessous de 2,5. C'est souvent peut-être des livres qui vont m'ennuyer auxquels je vais mettre cette note là, et quand je commence à mettre des 2 ou des 1,5, je ne suis plus très objective. Je pense que c'est des livres qui m'ont pas mal frustrée ou qui m'ont agacée à la lecture. Donc je suis désolée si c'est des lectures que vous avez aimées. Je risque d'être un petit peu dure. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel et ça ne vaut pas grand chose. Premier livre auquel j'ai mis 1,5 sur 5, il s'agit du Testament français de Makine, publié en 1995. Makine est un auteur franco-russe, d'origine russe, et donc c'est un roman autobiographique dans lequel il nous raconte sa quête d'identité entre sa famille russe et la vie qu'il mènera ensuite en France, et donc il est déchiré entre ces deux identités, et il nous explique ça dans un style très très lyrique. Je sais que ça plaît à certains. Moi, pour vous dire, j'ai marqué dans ma colonne remarque, j'étais hyper inspirée, j'ai noté violon, et c'est exactement ça, c'est très très romantisé, c'est vraiment dans le pathos, le style est très très lourd. Et alors, c'est autobiographique, soit, mais c'est auto-centré, complètement narcissique. Je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas été sensible. Il y a une certaine poésie qu'on peut aimer, parce que c'est un livre qui m'a été conseillé par un proche et qui l'a beaucoup aimé. Donc encore une fois, à chacun ses goûts, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Voilà pour le premier livre que j'ai pas aimé. Ensuite, deuxième livre, Jézabel de Nemirovsky. Je sais qu'il a été adoré, j'ai vu que des éloges sur ce livre. Je ne sais pas par où commencer. Bon, Nemirovsky, elle est née à Kiev, donc c'était en Russie à l'époque. Et puis elle a écrit en français et elle a vécu en France. Et elle a été déportée à Auschwitz, elle est morte dans le camp en 1942. Pour la petite histoire. Et ce livre est présenté comme un huis clos dans lequel Gladys, femme de 60 ans, est jugée pour le crime de son amant, et donc les témoignages pour la défendre ou pour l'accuser se multiplient et vont nous amener à comprendre ce qu'a été sa vie et ce qui l'a amené à faire ce qu'elle a fait et à être ce qu'elle est, en gros. Sauf que, problème numéro 1, ce n'est pas un huis clos. Selon moi, ce n'est pas ce que j'attends quand je souhaite lire un huis clos, puisque le premier chapitre, à la limite, on est dans le tribunal. Après, comme ce sont des témoignages, ça revient finalement simplement à un récit de sa vie. Donc, première déception. Deuxième point, le personnage de Gladys est détestable. Il n'y a rien qui va. C'est une femme qui ne cherche qu'à plaire, qu'à séduire, qui n'existe que par le désir des hommes. Et donc quand elle n'a plus ce désir ou cette intention, elle ne se sent plus femme. C'est une femme qui est égoïste. Et en fait, elle est d'ailleurs tellement obsédée par ce
ce besoin de séduire qu'elle en devient cruelle et ça en devient même ridicule et pas crédible en fait, tout simplement. Je l'ai trouvée inintéressante en fait, au plus haut point. Et troisième point qui m'a beaucoup dérangée, c'est que les propos tenus par les personnages sont hyper arriérés et hyper misogynes. C'est voulu, c'est une dénonciation de l'image qu'on peut avoir qu'on pouvait avoir à l'époque de la femme âgée ou jugée pas assez jolie. Sauf qu'il y a beaucoup de propos qui sont problématiques dans ce livre et il y a une énorme confusion entre ce que dit l'auteur parce qu'elle est dans la dénonciation, parce que ce sont ses personnages, et ce qu'elle dit parce qu'elle le pense. Et donc si on n'a pas le recul suffisant, je trouve que ça peut vraiment porter à questionnement et porter à confusion. Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? On ne sait pas trop, et si elle pense ce qu'elle écrit, c'est grave quand même. On a quand même l'idée qu'une femme âgée ne mérite pas l'amour, ne mérite même pas le respect, qu'une femme qui n'est pas jolie non plus, qu'elle doit donc se contenter de qui veut bien d'elle. Enfin c'est assez terrible hein, pour l'image de la femme. En fait je comprends l'idée qu'il y avait derrière ce livre qui se défend, sauf que c'est hyper caricatural, l'analyse n'est pas du tout fine, c'est excessif. Alors le style en plus j'ai pas du tout accroché, c'est redondant, c'est... D'ailleurs, je pense que dans les 4 livres, 5 livres que je vous présente, il y avait un peu ce problème-là, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui, plus qu'à raconter une histoire, ont voulu dénoncer ou dire quelque chose et le roman n'était que prétexte à ce qu'ils voulaient dire et malheureusement, leurs idées, peut-être leur dénonciation a pris le dessus et la forme en a vraiment pâti. Voilà, j'ai aussi écrit que l'analyse était très superficielle, assez creuse et que le style était niais et fleur bleue et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de style. Je suis assez dure là-dessus. Pour le coup c'est très personnel, ça plaît beaucoup à beaucoup de gens mais en général moi ça passe pas du tout. Donc voilà pour ça et j'ai lu en fait Les chiens et les loups de Nemirovsky aussi cette année que j'ai préféré qui a quand même des problèmes en commun et qui je trouve montre que Nemirovsky avait quand même une représentation très cliché des relations amoureuses et du rôle des sexes. C'est une lecture que je peux vous conseiller, c'était pas exceptionnel mais pourquoi pas. C'est tout pour les livres auxquels j'ai mis 1,5. Maintenant les 3 livres auxquels j'ai mis 2 sur 5. Le premier c'est Neige d'Orhan Pamuk, publié en 2002. Pamuk est un grand auteur turc, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 2006. J'ai lu en fait 3 livres de lui cette année dans le cadre du challenge Un mois, un auteur de Nabolita en juin dernier. J'ai lu Mon nom est rouge que j'ai adoré, qui est l'une de mes meilleures lectures de l'année, qui est très danse avec un style très riche mais tellement bien écrit et qui est aussi très intéressant historiquement parlant puisqu'il s'intéresse à l'art de la miniature ottomane au XVIe siècle. Peut-être pas hyper accessible, mais voilà, moi-même j'ai pas tout compris et parfois c'était un peu longué, mais je vous le conseille grandement. J'ai lu aussi Istanbul de cet auteur qui est un essai autobiographique qui s'intéresse à la fois à l'enfance de Pamuk, qui nous raconte la relation qu'il a pu avoir avec ses parents, avec ses études, etc. Et à la fois la ville d'Istanbul, ses transformations, ses habitants. Donc si jamais vous êtes intéressé par la vie de Pamuk ou si vous avez pu déjà visiter Istanbul, je pense que ça vous parlera plus. C'est un livre qui peut vous intéresser. Voilà, et donc pour Neige, en gros, on a un petit poète turc, K il s'appelle, qui a immigré il y a des années en Allemagne, mais qui n'a jamais vraiment obtenu grand succès ou grande reconnaissance, et qui revient au pays dans sa ville natale, Kars, qui est à la frontière nord-est de la Turquie, près de l'Arménie. Et il revient pour enquêter sur les suicides de jeunes filles qui font un peu rage dans cette région. Il revient aussi principalement pour retrouver la femme qu'il aimait lorsqu'il était plus jeune. Et il va se retrouver embarqué dans plein de problèmes puisqu'il est au centre de tous les conflits politiques et religieux de la ville où se confrontent les Kurdes, le Parti nationaliste kurde, le PKK, les islamistes radicaux, les extrémistes, les Turcs qui sont un peu plus occidentalisés. Il y a aussi l'élection du maire, donc il y a beaucoup de trafic d'influence, etc. Et à côté de ça, il y a ces jeunes filles qui se suicident. Beaucoup de choses, et ce livre était en fait chaotique, vraiment hyper confus, on ne comprend pas trop, très brouillon. Là aussi, parfois, Pamuk nous balance des infos de façon hyper journalistique, avec même des chiffres, donc ça se veut très objectif,
très informatif, mais ça n'avait pas tellement sa place ici. Je trouvais que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Le personnage de K est insipide, détestable, il est passif, en fait c'est un peu le pantin de l'auteur pour montrer ce qu'il a envie de montrer, nous dire ce qu'il a envie de nous dire, mais il ne sert absolument à rien, il n'a aucune volonté, assez terrible d'ailleurs comme personnage. Et le style, en fait, le style est très très épuré, mais dans le mauvais sens du terme, très simple, trop simple. Et puis il y a cette question du choix des mots, de la syntaxe des phrases, de la poésie. C'est un livre assez poétique. K est un poète, donc parfois il nous le fait sentir. Sauf que moi j'accroche pas du tout, et je pense de façon générale que j'ai du mal avec Pamuk à ce niveau-là, parce que j'ai le même problème avec Istanbul. Il a des images, il a des façons d'écrire qui ne me parlent pas du tout, auxquelles je ne suis pas du tout sensible. Donc moi ça m'a pas mal dérangée dans cette lecture. Ensuite, les deux autres livres auxquels j'ai mis une note de 2, on a La Jungle d'Upton Sinclair, publié en 1905. C'est un roman essai américain qui traite de la question ouvrière, de la lutte ouvrière, de la question des abattoirs, des dérives du capitalisme, et qui est aussi indirectement, plus directement vers la fin, une propagande pour le socialisme, puisque Sinclair était promoteur du socialisme aux États-Unis. Et en fait, ce qui m'a beaucoup dérangée dans ce livre, c'est que, le personnage central est, encore une fois, plat, qu'il ne sert qu'à... Enfin, que ce n'est qu'un prétexte pour le propos de l'auteur. J'en parle en fait de manière vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est un essai quasiment, il aurait dû écrire un essai. J'ai aussi été dérangée par l'intrigue, puisqu'il va arriver à notre personnage principal un tas de péripéties malheureuses, mais c'était vraiment trop, c'était pas crédible, c'était tiré par les cheveux. C'est un livre qui est intéressant, historiquement parlant, qui est aussi très minutieux dans son analyse, très journalistique encore une fois, mais qui donc, selon moi, n'avait pas à s'appeler roman, et j'ai pas du tout aimé. Enfin, le dernier livre donc, de ce flop, ça va être Transparence de Marc Duguin, qui a été publié en 2018. Marc Duguin est un auteur contemporain français, et en fait c'est comme La Jungle un peu. C'est un livre qui m'a énormément frustrée parce que le propos était là, le fond était là. Je suis très très d'accord avec tout ce que dit Duguin dans ce roman, presque, sauf que la forme, ça fait à peine 150 pages, 200 pages. Toutes les idées qui sont traitées dans ce livre se succèdent. Ça aurait dû être un essai. Parce que dans un roman ça ne marche pas, parce que les personnages encore une fois ne sont que prétexte à justifier ou à dénoncer telle ou telle chose, et parce que le choix de l'intrigue m'a pas plu du tout. Ce qui est marrant en réalité, c'est que j'étais tellement énervée contre ce livre quand je l'ai terminé, j'ai écrit en fait quelque chose dessus, si je retrouve. J'ai écrit 6 pages dessus. Mon avis, ce qui me dérangeait, etc. C'est un roman en fait d'anticipation. On est dans les années 2060, donc déjà c'est pas trop ce que je préfère en général. Et il y a une femme qui affirme avoir trouvé la solution pour l'immortalité, ce que depuis des années les GAFA cherchent, ce que la religion n'a jamais su prouver en quelque sorte. Et donc elle va faire le tour du monde, faire des interviews à droite à gauche, elle va aller au Vatican, elle va aller aux États-Unis, machin, pour expliquer ce qu'elle a découvert et pour expliquer comment et qui va avoir le droit à obtenir l'immortalité, puisque bien sûr ce n'est pas possible pour tout le monde, parce que bien sûr surpopulation, il va falloir faire un choix, donc qui mérite donc d'être immortel. Et déjà de 1, cette narratrice est insupportable, vraiment détestable, hyper arrogante, elle se pense être l'élite, et donc elle a le droit de décider qui peut vivre ou mourir. Et le style était très très pauvre, il n'y a pas de style en fait finalement, puisque c'est très journalistique, il nous donne des données chiffrées pour être scientifique, objectif, et on a des dialogues avec des monologues qui font 2 pages, qui ne sont pas du tout spontanés, pas du tout crédibles, encore une fois juste pour donner, pour distribuer une idée. Autre point qui m'a dérangée, et un peu aussi dans Upton Sinclair finalement, c'est que ces auteurs, quand ils choisissent de faire un roman plutôt qu'un essai pour donner ces idées, ils se cachent en fait derrière leurs personnages, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas leur avis, ils prennent pas position, et j'aime bien les gens qui prennent position. Assume en fait, ne sois pas dans ce demi, on sait pas trop, à vous de décider, non, voilà, je préfère quand c'est un peu plus explicite,
à ce niveau-là. Après c'est vrai que je trouvais très véridique tout ce qu'il dit, puisqu'il fait une critique de notre société. Il imagine en fait les dérives que pourrait avoir notre mode de vie actuel, que ce soit l'utilisation des technologies qui finit par nous asservir. Il met en avant l'accroissement des inégalités, la place prise de plus en plus par les grandes entreprises, les GAFA notamment. Il nous parle des conséquences du réchauffement climatique, l'immigration de population, la surpopulation, d'une société qui est hyper connectée, qui a peur de la solitude, de l'ennui, de l'incertitude, et donc qui cherche en fait à être toujours... Enfin, qui cherche à effacer toute possibilité d'erreur, et aussi finalement qui efface la sensibilité, l'émotion, et qui supprime toute humanité. C'est un peu l'idée de l'immortalité, hein. Finalement, on contrôle tout, on corrige tout, tout est optimisé, voilà. Et puis il s'intéresse aussi à l'accès à un trop plein d'informations, informations influencées, superficielles, qui créent un peu un fond de connaissances qui n'est que surfait, avec la disparition des cultures, l'homogénéisation, le conformisme qui atteint des sommets. On prend même plus le temps d'écrire, de lire, même de penser ou de réfléchir d'ailleurs. Voilà, ça c'était hyper bien dit, et vous voyez un peu toutes ces thématiques, on les retrouve dans 150 pages, ça va très très vite. C'est dommage parce que je pense que ça aurait mérité d'être beaucoup plus analysé, beaucoup plus approfondi, et encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que notre ami Duguin dit, mais ne le fais pas comme ça, s'il te plaît, ne le fais pas comme ça. À un moment, on aborde même la question démocratique, assez intéressant, et j'avais noté aussi 2 grosses thématiques. Je me suis fait une mini dissertation toute seule après avoir lu ce livre sur 2 questions que posait ce livre. La première qui est, si on avait la capacité de rendre les gens immortels, qui pourrait l'être? Parce que en fait la réponse apportée par le livre ne me plaît pas du tout. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse d'ailleurs, hein, mais voilà, cette solution-là, ça n'allait pas. Et la deuxième question que ce livre soulève, c'est celle de l'immortalité. C'est celle qui drive tout le roman, et donc indirectement qui va soulever la question de la mort, ou plutôt la façon dont nous percevons la mort aujourd'hui. Et moi, ça c'est un thème qui me tient très à cœur. C'est peut-être aussi pour ça que ce livre m'a un peu énervé, bien que je pense que c'est une dénonciation de Duguin. C'est quand dans notre société, on a un rapport avec la mort qui est selon moi très très problématique, et qui se manifeste dans toutes les parties de notre vie, dans tous les domaines de l'économie, de la politique. On le voit aujourd'hui. Voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas trop m'étaler, mais ouais, la question de la mort dont on ne parle pas, la mort qui n'est plus normale, alors qu'avant on acceptait la mort, hein. Maintenant il faut vivre le plus loin possible. Si t'es malade, c'est parce que t'as fait des choses pas bien, parce que c'est ta faute. Voilà, on n'accepte plus la mort comme faisant partie de la vie, et donc d'ailleurs ça change complètement la façon dont on perçoit la vie, et les gens ne vivent même plus. Bref, autre débat. Voilà pour ça, c'était mes 5 lectures, mes 5 pires lectures de l'année. Je vous retrouve, j'ai plus de batterie, je vous retrouve tout de suite pour vous, pour mes lectures favorites de cette année. Passons maintenant aux lectures que j'ai préférées cette année, à mes favoris. J'ai eu une très belle année de lecture finalement, avec beaucoup de belles découvertes, beaucoup de très belles lectures, et donc la sélection est un peu plus difficile. J'ai plus de 10 livres auxquels j'ai mis 5 sur 5, et j'en ai beaucoup à 4,5. Parmi le top du top, j'ai mis Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, il est plus que connu. J'ai traîné à le lire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment adoré cette lecture. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que finalement la thématique est la même à peu près du livre de Nemirovsky, Jézabel, sauf que là Dorian Gray est un homme, Gladys dans Jézabel est une femme. Maintenant ce sont 2 personnages très narcissiques qui n'existent que à travers le désir qu'ont les autres pour eux, ou en tout cas à travers leur séduction et leur image, et qui refusent de les lire, qui ont peur de la transformation de leur corps, etc. Mais qui ont été traités de façon complètement différente et plus ou moins réussie. Donc Oscar Wilde, très très belle découverte, je lirai ses nouvelles en 2021, c'est sûr, j'ai déjà l'ouvrage. J'ai mis dans ces 5 sur 5 Le temps de l'innocence, donc de Wharton, qui était dans mes 15 livres à lire. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé Wharton, bien que je ne sache pas forcément l'expliquer. J'ai mis L'éloge de l'ombre aussi de Tanizaki, qui est un essai cette fois-ci, publié dans les années 30, et qui revient sur la question de l'esthétique japonais et la différence entre le beau occidental et le beau au Japon, qui joue beaucoup sur la lumière et les ombres, et comment l'occidentalisation du pays a malheureusement effacé un peu cet art en quelque sorte. J'ai adoré cet essai qui m'a beaucoup parlé. J'ai mis L'immortalité aussi de Kundera, j'aime beaucoup Kundera, j'en ai lu déjà 4 ou 5, et celui-ci est mon préféré. Il s'intéresse
entre beaucoup de choses, parce que si vous lisez Kundera, vous savez qu'il aime beaucoup diverger, mais il s'intéresse au soi et à l'image du soi, avec l'idée que le soi est mortel, mais l'image de soi, l'image qu'on laisse, l'image qu'on les autres de nous est immortelle, et que donc on a tendance à vouloir un peu trop s'appliquer ou passer du temps à cultiver notre image plutôt que notre soi intérieur, si ça a du sens. Voilà, vraiment j'ai adoré cette lecture, c'est aussi un thème, l'immortalité, puisqu'il aborde d'autres sujets relatifs à la vie, à la mort, etc., qui m'a beaucoup intéressée. Je suis en fait en train d'essayer d'en choisir 5, vraiment top. Je mettrai La Chute de Camus dans ce top 5. J'adore Camus. J'ai aussi mis Caligula cette année à 5, qui est une pièce de théâtre. Caligula qui devient complètement fou, empereur romain. La Chute, c'est l'histoire d'un homme, ou c'est un long monologue plutôt, puisque c'est un homme qui raconte ce qu'a été sa vie, surtout ce qu'il pense de l'humanité. Il fait une terrible dépression et il a été un peu dégoûté de l'homme, de notre société, et donc pendant tout un court roman, il la détruit en quelque sorte, où il tourne en dérision, il met en avant l'absurdité de notre vie. On retrouve l'absurde de Camus dans Caligula et dans La Chute. Si c'est une philosophie qui ne vous parle pas du tout, je ne sais pas si vous accrocherez. Moi en tout cas, je suis très sensible, donc ça me plaît toujours. En tout cas voilà, La Chute, premier livre du top 5 de cette année, sans hésiter. Deuxième livre, ou je dirais même plutôt auteur, je vais parler de Javi Marias, qui est un auteur contemporain espagnol que j'ai adoré découvrir cette année et qui est malheureusement très peu connu en France. J'ai lu Comme les amours, qui est mon préféré. J'ai aussi lu Un cœur si blanc. J'en ai déjà un autre dans l'étagère qu'on m'a prêté pour continuer sur ma lancée. Marias est assez particulier, il ne plaira pas à tout le monde car ce sont de très longues phrases, c'est des livres où il ne se passe pas grand chose et qui sont essentiellement introspectifs et psychologiques et qui s'intéressent à des anecdotes ou en tout cas des émotions ou des faits de la vie vraiment quotidienne et des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés. Finalement, que ça peut être assez philosophique vu qu'il s'intéresse à la vie, à la mort. Dans Comme les amours, donc qui est mon favori, c'est une femme qui perd brutalement son mari et donc qui est confrontée au deuil. C'est aussi la question de la culpabilité. Voilà, il y a énormément de thèmes qui sont abordés et très bien fait. L'analyse est toujours très fine. Du coup, il prend son temps. C'est des livres qui sont assez lents, qu'il faut, il faut aimer un peu rentrer dans la tête des gens, mais il est très clairvoyant, je trouve. Dans Un cœur si blanc, il s'intéresse plutôt à la question du mariage. Voilà, j'en ai déjà parlé de ces livres, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. J'ai vraiment beaucoup adoré Marias et j'ai hâte de continuer à le lire. J'ai beaucoup aimé Pedro Páramo de Rulfo, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Troisième livre, donc sur ces top 5, je vais mettre Oreiller d'herbe de Soseki, qui est un auteur japonais, et c'est un livre qui a été écrit en 1906, mais qui est d'un modernisme et qui est tellement novateur et avant-gardiste, c'est une véritable pépite. J'ai adoré ce livre. Ici aussi, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est un homme qui a à peine 30 ans et qui part s'isoler dans la montagne, dans une auberge, donc il n'est pas non plus complètement seul, et il va s'interroger sur ce qui est vraiment l'esthétique, ce qui est le beau en soi, en dehors de toute considération morale ou même de tout regard humain. Il s'intéresse au beau dans la peinture, dans la poésie, donc c'est une introspection. Il tombe aussi sous le charme d'une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce roman. Il y a un humour qui est complètement décalé, parfois c'est un peu farfelu. Il y a des images très particulières, originales, je dirais. J'ai beaucoup aimé le style qui est épuré, mais en fait il y a vraiment un choix de ce qu'il veut nous dire et de ce qu'il ne veut pas nous dire, des émotions qu'il veut nous faire ressentir. C'est très bien mené. Encore une fois, 1906, je trouve ça vraiment assez incroyable. J'ai adoré ce livre, je relirai Soseki. Il y a un livre avec une histoire de chats, je crois, qui sont plus connus. C'est peut-être un chat d'ailleurs qui parle, je pense que je m'y mettrai. Voilà donc pour troisième livre. Quatrième livre, j'ai déjà trouvé mon top 1. Alors le deuxième, je sais pas, je mettrais peut-être Si par une nuit d'hiver un voyageur de Calvino. Donc je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos, que j'ai adoré parce qu'il bouscule. Ce sont beaucoup d'ailleurs des livres dans ce top qui bousculent un petit peu ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, d'habitude. Parce que dans
Si par une nuit d'hiver un voyageur, Calvino s'adresse au lecteur, donc à nous, et il s'interroge sur la forme du roman, sur la question de la création romanesque, sur ce qu'est être un auteur, ce qu'est être un lecteur, ce que veut dire lire, comment ça nous impacte, comment lisons-nous, pourquoi nous lisons-nous, voilà, sur beaucoup de choses. La forme est complètement déconstruite, c'est-à-dire qu'on a des débuts de romans qui ne finissent jamais, on a donc plein de petits débuts d'histoire qui sont écrits dans un style romancé différemment, puisque justement ils testent plusieurs façons d'écrire et plusieurs techniques romanesques très très particuliers, pas forcément toujours accessibles, j'ai pas tout compris, c'est pas grave, c'était vraiment vraiment génial et c'est un livre original, je n'ai rien lu de tel et qui vous interroge aussi sur votre façon de lire. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien fait et encore une fois hyper étonnant et trop fort quoi, juste trop trop fort. Voilà pour ça. Il y avait aussi Stoner que j'ai beaucoup aimé de Williams, qui est un roman américain, 1965. Mais voilà, il rentrera pas dans le top 5. Et donc en premier, je mettrais plutôt... J'ai oublié Mirbeau aussi. Je suis désolée, hein, je fais ça un petit peu entre nous. J'ai rien préparé, mais c'est pas très important. Journal d'une femme de chambre, que j'ai adoré aussi. Je le mettrais peut-être à égalité là, avec C'est par une nuit d'hiver un voyageur, puisqu'on est en 1900 et que Mirbeau nous raconte la vie d'une femme de chambre, c'est son journal, et que c'est tellement bien écrit, mais tellement bien écrit, qu'il y a une ironie qui est vraiment jubilatoire, qu'il s'attaque aux militaires, à la religion, à la bourgeoisie, au commun des mortels, enfin même aux plus petits paysans ou commerçants de la... Tout le monde en prend pour son grade, et j'ai vraiment vraiment adoré ce roman. Il s'en prend à l'autorité, il s'en prend à beaucoup de choses et il aborde des sujets très problématiques, donc très bon livre. Mais en top 1 je vais mettre Dites-nous comment survivre à notre folie de Kenzaburo Oe, qui est aussi l'un des livres les plus particuliers que je n'ai jamais lu mais qui m'a vraiment vraiment marqué. Alors c'est un recueil de nouvelles, il a été publié, l'ensemble a été publié dans les années 60. La plus connue est Gibier d'élevage, qui est la première nouvelle, qui raconte alors on est dans une partie reculée du Japon, on ne sait pas exactement où, il n'y a pas vraiment d'époque déterminée, mais on se doute qu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale, et un soldat américain se crache en avion, il est noir et il va être recueilli par des villageois, sauf que les villageois japonais à cette époque-là n'ont jamais vu un noir, et donc ils vont l'enfermer, et des enfants vont essayer de l'approcher, etc. Il y a toute une réflexion sur la question du racisme, de la différence. C'est pas forcément facile à lire, tout le recueil d'ailleurs n'est pas facile à lire, c'est vraiment encore une fois des lectures qui dérangent et qui ne plairont pas à tout le monde, qui sont d'abord dans leur style pas forcément toujours très accessibles, mais qui en plus soulèvent des questions un peu dures, puisque là aussi on s'intéresse à la question de l'animalité, bestialité, humanité, qu'est-ce qui fait vraiment notre humanité. Donc il y a cette première nouvelle là, et il y a surtout 3 autres nouvelles, ou 3 je crois, qui s'intéressent à la question de l'handicap de façon différente, puisque Kenzaburo a eu un enfant handicapé, et ça a beaucoup marqué sa vie, et il a ensuite quasiment que écrit à ce sujet-là, et il y a plusieurs histoires. Alors il y en a une, on est dans la tête d'un homme qui est complètement fou, et qui tente de nous raconter sa vie, mais on a du mal à comprendre. On ne sait pas trop quand il nous raconte la vérité, ou quand il nous ment, ou quand il est complètement en train d'avoir des hallucinations. Donc on est un peu perdu. Et c'est ça en fait, dans cette lecture, on est perdu, on est dans la tête des personnages, et donc on ne sait que ce qu'ils veulent bien nous dire. Parfois eux-mêmes ne perçoivent pas forcément la réalité, et donc on n'a que leur vision à eux, donc on ne perçoit pas non plus ce qui est vrai. Voilà, c'est un peu délicat à expliquer. En plus je l'ai lu il y a pas mal de temps, donc j'ai plus les détails très clairs en tête. Je vous mettrai également la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos, et c'est vraiment un livre que je vous conseille, même s'il n'est pas forcément facile à lire. Voilà pour ça. Ce qui est marrant d'ailleurs aussi, parce qu'ensuite j'ai lu Une existence tranquille de Kenzaburo Oe, qui est l'une des pires lectures de mon année. Ça m'a ennuyé à mourir. C'est très... En fait, c'est une de ses dernières œuvres romanesques qu'il a écrites dans les années 90, et il raconte sa vie, mais c'est très très lent. Il raconte aussi ses inspirations à travers plusieurs auteurs, voire des films et tout. Donc il y a plusieurs analyses d'œuvres que je n'avais pas vues,
et c'est à travers le journal, je crois, de sa fille. Alors, je ne sais pas si c'est complètement vrai ou pas, mais ça m'avait pas tellement emballé, même voire complètement ennuyé. Voilà pour ça. Rapidement, si vous souhaitez quelques autres lectures qui m'ont beaucoup plu cette année, il y a Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos, publié en 1931, qui est une pièce de théâtre, enfin c'était plutôt un scénario de film, je crois, à l'origine, qui se déroule dans un couvent qui est très sombre, très... la question du mal, du bien, j'ai beaucoup aimé. Il y a le livre de ma mère de Cohen qui est un hommage rendu par Cohen à sa mère, et ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est son honnêteté, sa transparence, et il assume en fait ce qu'il a pu faire, bien ou mal, enfin voilà, sans filtre. C'est vraiment une confession et c'est un très bel hommage, donc j'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, émouvant. Il y a L'éloge de la folie d'Erasme, qui est un essai philosophique qui s'intéresse donc à la folie, ce qu'est être fou, qui sont vraiment les fous. Ici aussi, tous les pans de la société en prennent pour leur grade, que ce soit la religion, l'armée, etc. 16e siècle, donc c'est intéressant. Beaucoup de Gary Coquelin, Éducation européenne. Gary est mon auteur préféré, donc forcément il est là. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. La prisonnière des Sargasses aussi de Jean Rhys, que j'ai beaucoup aimé. 14 juillet d'Éric Vuillard, qui est un auteur français contemporain. Le livre a été publié en 2016. Voilà, c'est quelques-unes de mes autres très bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos meilleures et pires lectures de l'année en commentaire. Et je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt.